Dans ce chapitre, on traitera le mouvement parabolique dans un champ de pesanteur. C'était la première partie qui concerne le mouvement plan. Donc les objectifs de cette partie, d'abord, quelles sont les équations horaires du mouvement et quelle est la trajectoire du centre de gravité de ce projectile. Évidemment, traitons les équations de mouvement, on aboutit à la trajectoire et par la suite on finira par étudier certains points caractéristiques de cette trajectoire, c'est-à-dire la flèche et la portée, et comment on peut déterminer ces deux grandeurs. Par la suite, on va essayer de discuter comment améliorer la portée de ce projectile. Donc, la première partie, c'est grand 1 en chiffres romains. Les équations. Les équations horaires du mouvement. Donc la première des choses, c'est 1. Évidemment, on traite le mouvement parabolique d'un projectile dans le champ de pesanteur uniforme. C'est ça le titre. Donc, le premier point, c'est bilan des forces exercées sur le système étudié, qui est le projectile. Donc, on étudie le lancement d'un projectile avec une vitesse initiale V0. D'un point haut qu'on va le considérer comme origine de repère d'étude, donc dans le champ de pesanteur uniforme. Donc cette lancée se effectue au voisinage de la Terre. Donc le système étudié, c'est le projectile. On va essayer. On a un point M, là, c'est G. Donc le système étudié, comme je viens de dire, c'est le projectile. Les forces exercées, c'est d'abord le poids, P est égal à M fois G. Le référentiel étudié, qu'on va le considérer comme un référentiel galiléen, c'est le référentiel terrestre. Et par la suite, sera galiléen puisque la durée de l'étude ou la durée de l'expérience suffit pour qu'il soit considéré comme référentiel galiléen. Donc, ce mouvement s'effectue dans l'air, évidemment. Par la suite, il y a l'action de l'air se manifeste par deux forces, et il y a FA, c'est la poussée d'Archimède. Évidemment, petit f, c'est la force de frottement. La force de frottement avec l'air. Celle-là, la force, la poussée d'Archimède, elle est proportionnelle à la masse volumique du fluide dans lequel s'effectue ce mouvement. Dans ce cas-là, c'est l'air. Et cette masse volumique de l'air, elle sera négligeable devant celle du projectile. Sa masse volumique elle sera très grande devant la masse volumique de l'air. Et par la suite, on peut considérer dans certains cas
que cette force, la FA, sera négligeable parce que nous l'avons déjà traité que ce P est égal à ρ fois ρs fois V fois G, et FA, c'est ρ de fluide, on la notera ρ0 fois V fois G. Donc si nous voulons comparer les deux intensités, il suffit de comparer leur masse volimique. Et généralement, les projectiles ont une masse volumique qui est très grande devant FA. Pour la force de frottement, dans cette étude-là, on va considérer que la vitesse avec laquelle s'effectue le mouvement n'est pas assez grande, puisque l'intensité de la force F elle est proportionnelle à cette vitesse, et ce coefficient de proportionnalité elle dépend de projectile, de sa surface, de plusieurs facteurs, et puisque la distance parcourue par le projectile généralement, et on peut considérer que cette intensité F qui est proportionnelle est égale à K fois V. Donc, comparant ce produit K fois V avec le poids, on peut considérer évidemment ces suppositions doivent être vérifiées par la suite par une étude expérimentale. Donc, nous travaillons dans ces conditions où la force due à la poussée d'Archimède ou la force de frottement avec l'air sont négligeables devant le poids. Et par la suite, on peut considérer que le mouvement de ce projectile s'effectue dans le champ de pesanteur uniforme. Uniforme pourquoi? Parce que localement, dans la distance parcourue par ce projectile, ne donne aucune variation de G, parce que G, elle varie avec l'altitude et elle varie avec l'endroit où on fait cette étude. Donc localement, on peut considérer que G elle est constante localement. Donc, voici les forces exercées réellement sur le projectile, et qu'est-ce qu'on va considérer par la suite. L'étude nécessite d'utiliser un système d'axes. On va utiliser l'axe des X là et l'axe des Z, et l'axe des Y, elle est perpendiculaire au plan de tableau. Donc, ces deux axes, on va utiliser une base orthonormée, là c'est I, là c'est K, et là c'est J. D'accord? Dans ce cas-là, nous avons choisi l'axe des Z et les ascendants. Dans certains cas, on peut choisir l'axe des Z descendant. Ceci doit être respecté dans la projection qu'on va voir par la suite. Sans oublier que dans cette étude, on doit bien définir les conditions initiales, on choisira qu'à l'instant t est égal à 0, le G0, c'est-à-dire le centre de gravité de projectile, et coïncide avec O, et par la suite, elle aura x0 est égal à 0, y0 est égal à 0, et z0 est égal à 0. Sans oublier aussi que la vitesse v0 fait un angle alpha avec l'axe des x. Voici les conditions dans lesquelles on va travailler. Donc, en tenant compte des conditions dans lesquelles on travaille, c'est-à-dire que le projectile a une masse volumique qui est supérieure à celle, très supérieure devant celle de l'air.
et que la vitesse avec laquelle s'effectue le mouvement et la distance parcourue nous permet de considérer que cette force est aussi négligeable devant le poids. Donc 1,2, on va appliquer les 1,2, deuxième loi de Newton, c'est-à-dire que somme des forces extérieures, là, sigma des forces extérieures est égal à M à G, et dans ce cas-là, cette relation n'est autre que P est égal à MG, MAG. Nous écrivons G dans le repère considéré. Nous voyons que G elle est perpendiculaire à X, donc sa projection c'est 0. Sur l'axe, puisque l'axe des Y elle est perpendiculaire au plan OK, OI, et par la suite la projection aussi de G sur Y est 0. Et là, parallèle de sens opposé, donc ça sera moins G. C'est l'intensité de pesanteur. Là c'est P, donc ça sera moins mg, est égal à ma g, c'est-à-dire ma gx, ma gy et ma gz. Il est là, de là on conclut que l'accélération de centre de gravité de ce projectile, là c'est 0, là c'est 0, et là c'est moins g, en simplifiant par m. De là, on peut donner un 3 types de mouvement, le mouvement de centre de G selon les 3 axes. Donc N3, mouvement de G, et on en tire que pour aboutir au mouvement, on passe à V de G. Et par la suite, si l'accélération selon l'axe des X est nulle, ça veut dire que V de G selon X est égal à une constante, et aussi V de G selon l'axe des Y est égal à une constante, et VG selon Z, puisque la dérivée de V de G, puisque la dérivée de V de G est égale à une constante, donc V de G est une fonction affine, c'est moins GT plus V0, V0Z. Revenons aux conditions initiales que nous avons choisies ici. C'est qu'à l'instant t est égal à 0, ce projectile est lancé avec une vitesse initiale V0 qui fait un angle alpha avec l'axe des X, et nous voyons que ce V0 là est égal à V0 X qui est égal à autre que la projection. Là, c'est V0 X. Donc, c'est le côté adjacent. Donc, si je prends le cosinus alpha, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse qui est V0, et par la suite, c'est V0 cosinus alpha. Si l'axe des Y est perpendiculaire, donc la projection elle est nulle. À l'instant t est égal à 0, puisque V0 appartient à ce plan Z et X, et par la suite on aura 0. Donc voici les
les composantes de vecteur vitesse, de centre de gravité de ce projectile. Conclusion. À partir de là, là c'est une vitesse qui est constante, quel que soit le temps. La vitesse selon l'axe des x, c'est v0 cosinus alpha. Il n'y a pas de mouvement sur l'axe des y. Et il y a un mouvement, là, la fonction v de t, c'est une fonction affine. Donc par la suite, c'est un mouvement rectiligne uniformément varié. Donc, les lois le mouvement ici. Donc, le mouvement qui s'effectue dans ce plan-là, d'abord, vous voyez que nous n'avons que deux composantes dans un plan au x, au z, et par la suite, ça justifie bien le mouvement plan. Donc, le mouvement sur, nous avons deux mouvements, ou le mouvement de projectile et la superposition de deux mouvements, une qui est rectiligne uniforme sur l'axe des x et un mouvement rectiligne uniformément varié sur l'axe des y. Par la suite, nous pouvons écrire là les x de t, ça sera v0 cosinus alpha le tout fois t. Si là, pour revenir à l'équation, nous avons déjà traité ces questions, puisque la dérivée v, c'est d de x sur dt, et par la suite, la fonction ou l'équation horaire selon l'axe des x n'est autre que la fonction primitive de v0 cosinus alpha. Donc plus x0, et nous avons choisi que ce x0 est égal à 0. La même chose on fera pour l'axe, et là, nous avons déjà traité dans la chute libre que z de t, là, z de t, ça sera moins 1 demi, je vais le mettre au haut, là, z de t est égal moins 1 demi gt carré plus v0z. v0z, c'est la projection de v0 sur l'axe des z, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse, donc ça sera v0 sinus alpha fois t, plus z0 n'est autre que 0. Donc voici les deux équations. Les équations horaires de mouvement de centre de gravité. Donc nous avons décomposé ce mouvement d'ensemble comme s'il s'agit d'un mouvement uniforme sur l'axe des x et un mouvement uniformément varié sur l'axe des z. Ce moins-là, c'est dû au choix de l'axe z qui est vers le haut. Si nous l'avons choisi vers le bas, donc cette écriture sera changée. Donc là, c'est le côté équation horaire et on passera par la suite à l'équation, à la trajectoire ou l'équation de la trajectoire et définir les deux grandeurs qui caractérisent, c'est-à-dire la portée de P là et la flèche C déterminée, on va le noter le point H là, le sommet XH, et là c'est P, c'est XP, on va définir ces deux et discuter par la suite comment améliorer, si vous voulez, cette portée, parce que ce principe-là, on le trouvera dans certains sports, soit dans le poids, mais on reviendra à cette équation tout à l'heure, on discutera que l'équation de la trajectoire dépend des choix initiaux. Là, nous avons initié du centre, mais on peut commencer par là ou autre. On verra par la suite. Deuxième partie, grand 2. C'est quelle est la trajectoire de centre d'inertie de gravité
de projectile. Donc, à l'aide des équations horaires que nous avons déjà établies, je vais l'écrire là, que x de t est égal à V0 cosinus alpha fois t. N'oublions pas que ce alpha, c'est l'angle que fait le vecteur vitesse initiale V0 avec l'axe. On peut l'appeler l'angle de tir. C'est à partir de c'est un angle de tir. Et z de t qui est égal à moins 1,5 g t carré plus V0 sinus alpha fois t. N'oublions pas de mentionner que ce x de t c'est une fonction linéaire et ce z de t c'est une parabole. C'est une parabole, donc c'est sa fonction en la forme de ax au carré plus bx plus c. Donc, pour avoir l'équation de la trajectoire, il suffit d'aboutir à l'équation qui relie z avec x. Donc, c'est en quelque sorte éliminer le temps. Donc, cette équation, ça sera z de t qui est égal à f de x. Là, je vais noter l'équation 1 et là l'équation 2. De l'équation 1, on obtient que t est égal à x. Je vais pas écrire le temps parce qu'on va changer de variable de t à x. Donc, ça sera t x, x sur V0 cosinus alpha. Et cette équation-là, on va remplacer le temps dans donc z de t, qui deviendra z de x. Et pour simplifier l'écriture, on va mettre z de x pour les débuts, mais par la suite, on mettra z. Donc, ça sera moins 1,5 fois g fois t carré, c'est x au carré sur V0 carré cosinus carré alpha, plus là, t, ça sera x sur V0 sinus alpha sur V0 cosinus alpha, et le V0 se simplifie. Sinus sur cosinus, ça donne tangente, et nous avons x. Il vaut mieux d'écrire x d'abord, fois tangente alpha. D'accord? Voici l'équation de la trajectoire qui, dans la relation mathématique qui lie le z avec x, et par la suite, comme vous voyez, aussi il a la forme de ax carré plus bx plus c. La x, tout à l'heure j'ai utilisé ax, c'est pour parler de mathématiques, c'est-à-dire c'est un polynôme de deuxième degré, mais aussi c'est un polynôme de deuxième degré. Donc ici, nous avons l'équation d'une parabole, et de là on justifie pourquoi on nomme un mouvement parabolique. Donc la trajectoire est une parabole, et de là la nomination de mouvement parabolique. N'oubliez pas que cette parabole dépend des conditions initiales, puisque nous trouvons ici V0 et alpha. Donc, en changeant les conditions initiales, la forme de ce trajectoire change aussi. Donc, l'équation, une parabole qui dépend des conditions initiales, c'est-à-dire de la valeur de V0, et il dépend de V0 et de alpha. N'oubliez pas que là, ce mois,
nous donne que la concavité est vers le bas, puisqu'il est ce moins. Ça veut dire que la concavité est vers le bas, là. On peut avoir soit la concavité vers le haut, soit la concavité vers le bas. C'est du fait de ce signe moins. D'accord? Donc, l'équation générale d'un mouvement, d'un projectile dans le champ de pesanteur uniforme, il a cette forme. Et nous allons travailler, dans le cas où Z toujours orienté vers le haut, déterminer les points qu'on appelle la flèche et la portée. Donc, 3. Flèche et portée. Donc, la flèche ou la portée. La flèche correspond à la hauteur maximale que peut atteindre le projectile. Et je vais le noter sur le schéma. Généralement, on le note par la première lettre F. Mais ici, je vais le noter H, c'est le plus haut point ou le sommet de la parabole. Donc, la flèche est le plus haut point de la trajectoire. Donc, on va essayer de déterminer les coordonnées de ce point. Donc, lorsque le projectile atteint la flèche, alors la composante, on peut procéder par procédé mathématique. Que là, si nous essayons de représenter la vitesse instantanée au cours de mouvement, nous voyons que nous avons déjà traité que le vecteur vitesse, il est toujours tangent à la parabole ou la trajectoire. Donc, en ce point, nous constatons, mathématiquement, on peut le montrer mathématiquement, que là, la dérivée de la trajectoire, elle est nulle, le plus haut point. Donc, soit qu'on effectue la dérivée, on détermine le point qui correspond à H, soit par procédé mathématique, physique. Ça veut dire qu'au point H, le vecteur vitesse est parallèle à l'axe des X, et par la suite, la composante de V H selon Z, elle est nulle. Donc nous avons deux choix. Il vaut mieux de procéder par le deuxième. Ça veut dire au point H, nous avons le vecteur vitesse VH, et là, c'est selon... nous n'oublions pas que le mouvement est toujours uniforme sur l'axe des X, et par la suite, quel que soit l'instant, c'est toujours V0 cosinus alpha. Et là, ça sera VH qui est égal, j'applique la relation que j'ai déjà, c'est moins GTH plus V0 sinus alpha. Donc, j'ai deux choix. Donc, VH correspond à TH. Et là, ce VH là, n'oublions pas que VH selon Z, et là, V0 selon Y est égal à 0. Donc, par la suite, je vais essayer de tirer que l'instant où le centre de gravité de projectile atteint H, c'est TH, qui est égal à V0 sinus alpha sur G. C'est le temps mis par G pour atteindre le sommet. Et à partir de là, je vais revenir à l'équation 1 pour déterminer les coordonnées de H. C'est le point le plus haut de la trajectoire ou le sommet. Je remplace ici
Et je vais avoir V0 cosinus alpha fois V0 sinus alpha sur G. Et je vais l'écrire, c'est V0 carré fois sinus alpha fois cosinus alpha sur G. Je ne vais pas écrire la composante selon l'axe des Y, et je me contente uniquement pour Z de H. Là, c'est XH. Et je remplace ici, c'est moins 1,5 G fois V0 sinus alpha sur G, le tout au carré, plus V0 sinus alpha fois V0, fois V0 sinus alpha, le tout sur G. Donc, en ordonnant l'écriture, je vais essayer d'écrire là. En ordonnant cette écriture-là, pour X, là c'est H, XH, je peux l'écrire, je vais multiplier ici pour avoir une identité par 2 en haut et par 2 en bas. C'est V0 carré, là c'est 2 fois sinus alpha fois cosinus alpha sur 2G. Là ça donne le sinus de 2 alpha. Je vais l'écrire tout à l'heure. Et là, Z de H est égal. Je vais essayer là, vous suivez, vous faites le calcul avec moi. Là, c'est le V0 carré sinus carré sur G carré avec un G se simplifie. En réalité, cette partie-là n'est autre que moins V0 carré sinus carré sur 2G. Et là, c'est V0 carré sinus carré sur G. Si je vais essayer de mettre en dénominateur commun, qui est, je vais multiplier ici par 2 et là par 2, et la simplification me donne, c'est 2 fois V0 carré fois sinus carré. Donc là, je vais mettre 2 et 2, ça donne V0 carré sinus carré alpha sur 2G. Je vais réécrire celle-là. Je reviens à l'expression. Donc je vais multiplier ici par 2 et là par 2. Ce 2 avec sinus alpha, cosinus alpha, ça va donner sinus de 2 alpha. Donc ça sera V0 carré sinus de 2 alpha sur 2G. Et là, ça donne V0 carré sinus carré de alpha. Voici les deux expressions. D'accord? Les deux expressions, les coordonnées de ce point. Donc la portée, c'est X, là. Et nous pouvons discuter là, correspond à la distance maximale. Je refais le schéma ici. Donc avec une vitesse V0 qui fait un angle alpha. Et là c'est P. Et là c'est XP. Excusez, là c'est XP. Et là on est en train de travailler sur XH. Là. XH qui est égal à V0 carré sinus de 2 alpha sur 2G. Et là, ZH est égal à V0 carré
sinus carré de alpha sur 2G. Voilà. Comme je viens de dire tout à l'heure, on peut discuter pour avoir H maximal en fonction des... Puisque la vitesse est grande, avec l'angle sinus là, on discutera par la suite les choix de V0 et de alpha et comment ça donne et comment apparaîtra dans ce expérimentalement dans la vie pratique de certains football ou autres. Donc on parlera maintenant de P, la portée. Et ce P là est la XP et la ZP. Donc, en revenant à l'équation de la trajectoire, que je vais l'écrire là, Z est égal moins, je l'ai là, moins G sur 2V0 carré cosinus carré alpha fois x carré plus x tangente alpha. Donc ce point-là, ses coordonnées, c'est xp, donc ce point P, xp, je l'ai écrit là, mais zp, il est nul, là. Et par la suite, je vais résoudre cette équation. Zp est égal à 0. Ça donne, je vais essayer de factoriser par x. Donc xp facteur de moins g sur 2v0 carré cosinus carré alpha fois xp plus tangente alpha. Le tout est égal à 0, puisque Zp est égal à 0. Donc Zp est la valeur de deux solutions. De ce produit il est nul, soit que xp elle est nulle, et on revient mathématiquement à ce point-là. Donc xp est égal à 0 ne correspond pas à notre solution acceptée. Donc la seule solution, c'est que de là, moins g sur 2v0 carré cosinus carré alpha fois xp plus tangente alpha est égal à 0. Et de là, xp qui est égal. Donc le tangente, on aura tangente alpha fois 2v0 carré cosinus carré sur g. En simplifiant le tangente, c'est le sinus sur le cosinus où on n'aura pas un carré mais 2 sinus cosinus et par la suite xp, ça sera seulement 2 v0 carré sinus alpha cosinus alpha sur g. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce xp avec une écriture qui est simplifiée, ça sera ce 2 avec sinus cosinus, donc ça sera V0, sinus de 2 alpha sur G. Ça, c'est la portée. Et remarquez bien que ce XP n'est autre que le double de XH. D'accord? Voilà la portée. Et il a pour coordonnées 0 pour Z, et XP, cette valeur-là. Donc maintenant, on va discuter l'influence des conditions initiales sur la trajectoire. Le premier point, pour une même valeur de vitesse initiale V0, l'angle de tir alpha a une importance sur la flèche et la portée. Et nous voyons là, à partir de cette expression, que xp est maximal lorsque sinus de 2 alpha est égal à 1. Donc xp
max, lorsque, en considérant évidemment avec la même vitesse, pour la même vitesse, et selon l'angle de tir, plus cette valeur-là il est maxima, ça sera V0 carré sur G. Ça veut dire que sinus de 2 alpha est égal à 1. C'est-à-dire ces 2 alpha est égal à 90 et par la suite alpha est égal à 45 degrés. Donc pour avoir, avec la même vitesse, pour avoir une valeur maximale de la portée, il suffit de choisir là un angle de 45 degrés. Évidemment, pour avoir x maximal, et vous voyez là aussi que xh il est maximal avec ce sinus alpha pour la même vitesse et aussi pour la même vitesse. Donc on va essayer de choisir des valeurs pour des vitesses, pour la même vitesse et des angles différents. Donc là c'est z et là c'est x. Et je vais choisir des vitesses là. Je vais choisir des angles alpha. C'est alpha 1, mais toujours la même vitesse. Toujours la même norme. C'est V0. Là, c'est V0. Et je choisirai l'angle V0 aussi. Là, c'est alpha 3. Et là, c'est alpha 2. Donc, pour le rouge, j'aurai un mouvement comme ça. Pour le vert, mais si je dépasse le 45, ceux-là, j'aurai donc si c'est alpha 2 en vert, si c'est 45, si alpha 2 est égal à 45 degrés, on aura ce point le Pmax. Ça c'est pour l'influence de l'angle de tir. Pour une même direction, pour même angle, c'est-à-dire même angle de tir, plus la vitesse V0 est grande, plus la flèche et la portée seront importantes. Ça se voit des expressions. Donc, x est proportionnel à V0 carré, xp ou xh. Donc, plus la vitesse est grande, plus la portée et la flèche sont grands aussi. Ceci, on peut le voir dans la vie pratique avec des athlètes, les lanceurs de poids. Et nous voyons que ce sont des athlètes musclés qui utilisent, là, on voit dans V0, c'est la force ou les muscles dans V0. Et dans le sinus de 2 alpha, on voit la technique. La technique et les muscles peuvent donner une grande portée en combinant les deux. Parce qu'avec des muscles bien travaillés, on aura une grande vitesse. Donc, voici le cours concernant le mouvement plan ou le mouvement parabolique qui entre dans le cadre de... On va essayer de voir par la suite des applications, soit des coups francs en football, soit une lancée dans le basketball, soit dans un joueur de golf ou autre. On verra ça dans les exercices. Donc, c'est la première partie du mouvement plan, mouvement parabolique.